Bonjour Anne. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour cette nouvelle session de l'Université populaire. Nous sommes très heureux de vous retrouver, de plus en plus nombreux, ce qui nous réjouit beaucoup. Nous poursuivions donc pendant cette session notre exploration de l'institution scolaire et de ce que ces déplacements dans des zones pour lesquelles elle n'a pas été initialement conçue et confrontée à des contextes historiques et des contextes géographiques extérieurs à son lieu d'invention, si j'ose dire, ce que tout cela fait à l'institution scolaire en tant qu'outil de transmission. Et nous poursuivons donc aujourd'hui en accueillant, et nous sommes très heureux de la recevoir, notre collègue historienne Pascale Barthélémy. Et je passe aussitôt la parole à Anne Lafont qui va présenter notre intervenante. Bonjour et merci beaucoup Anne-Christine. Bienvenue Pascale et merci beaucoup de venir nous retrouver ce soir pour cette troisième séance, même quatrième, si je ne me trompe pas d'ailleurs, de l'Université populaire, mais la troisième effectivement consacrée à l'école au sens le plus large possible. Bon, l'invitation de Pascale Barthélémy s'imposait à nous, hein, c'était parmi nos premières idées pour plusieurs raisons. Elle est historienne de l'Afrique contemporaine, elle est aussi historienne de l'éducation, mais aussi s'intéresse aux questions de genre et à l'histoire des femmes, notamment dans la France, la France contemporaine, mais aussi son histoire coloniale. Et elle est l'auteure de deux ouvrages, un premier que nous connaissons depuis une dizaine d'années, Africaine et diplômée à l'époque coloniale, pour la période qui va de 1948 à 1957, ou 1918 à 1957, si je ne me trompe pas, et le deuxième à paraître, donc que nous aurons le plaisir de découvrir d'ici le mois de juin, Sororité et colonialisme, France et Afrique au temps de la guerre froide, 1944-1962, donc qui paraîtra dans quelques mois et qui est issu d'un long travail qu'elle a déjà défendu en quelque sorte dans le cadre d'une habilitation à diriger des recherches. Donc l'ensemble de ces travaux s'imposaient pour réfléchir à la question de l'institution scolaire, pour le dire un peu globalement, en Afrique de l'Ouest. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons invitée. Et donc nous l'écouterons ce soir sur un exposé qu'elle a intitulé « L'école coloniale de l'Afrique de l'Ouest, entre promotion et délégation ». Et je te remercie à nouveau beaucoup. J'ai hâte d'entamer la discussion et je te laisse la parole, Pascale. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'abord à Anne Lafont et Marie-Christine Taylor de m'avoir proposé de participer à ce cycle de conférences donc, sur la transmission. Et je remercie également le musée du Quai Branly, bien sûr, pour son accueil. Alors, je vais essayer de répondre à une question assez simple. De quelle transmission est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de l'école en contexte colonial ? Comment peut-on approcher ce qui a été transmis ? Dans quel but et avec quels effets? Et je parlerai ce soir d'une région du monde en particulier, que je connais mieux que d'autres, disons, l'Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement de pays qui ont été sous la domination coloniale donc de la France entre la fin du XIXe siècle et l'année des indépendances politiques 1960. Alors, je vais prendre le PowerPoint, voir si ça fonctionne. Alors, est-ce que moi, normalement, je le vois sur l'écran? Non, voilà, c'est bon, parfait, je le vois aussi. Alors, donc cet espace dont je parle, donc bon, certains le connaissent peut-être parmi vous, donc est composé de 8 pays qui ont intégré donc une entité administrative qui a été créée par les Français en 1895 et qui s'appelait l'Afrique occidentale française. Une entité donc qui avait une superficie importante et c'est essentiel de le dire, 4,7 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 8 fois la superficie de la France métropolitaine. Et j'aime bien cette projection un peu étrange hein, qui superpose la carte
carte de l'AOF avec la carte de l'Europe et qui montre que donc cet espace où s'est déployée la mission civilisatrice, j'y reviendrai, allait de Brest à Moscou, hein, pour résumer les choses. Donc c'est un très très vaste espace géographique qui aujourd'hui évidemment n'existe plus, mais qui correspond à 8 territoires dont vous avez la liste donc sur la diapositive. Territoire d'Afrique de l'Ouest, qui en gros, hein, parce que les statistiques sont toujours à prendre avec précaution, rassemblait environ 20 millions d'habitants à la fin des années 50, avec une très très faible proportion de population non africaine, c'est-à-dire essentiellement des blancs européens et quelques étrangers d'autres pays. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, hein, sur l'école et sur la transmission, comme je suis historienne, je voudrais vous parler un petit peu des documents sur lesquels on peut se fonder pour essayer d'écrire cette histoire de l'école des Blancs, donc en Afrique. De quelles traces, en fait, est-ce qu'on dispose? Parce que ces traces déterminent le regard, évidemment, qu'on pose sur cette réalité coloniale et le récit que l'on peut produire, le récit historique. Alors, l'essentiel des sources dont on dispose, ce sont les archives coloniales françaises, qui ont été produites par le ministère des colonies et par les autorités françaises qui étaient en Afrique occidentale sur la période en question. Donc ce sont des textes assez secs, hein, des textes programmatiques qui expliquent les buts de l'école. Ce sont des arrêtés officiels qui paraissent au journal officiel de l'Afrique occidentale française et qui expliquent quelle sera l'organisation de cet enseignement. Ce sont des rapports, des enquêtes, des publications qui définissent donc ce que doit être l'école. Et puis ces archives, ce sont aussi, donc là vous avez un extrait d'un texte d'Albert Sarraut, ministre des colonies, hein, qui définit justement ce que doit être l'enseignement, hein, dans les colonies. Ce problème de l'enseignement est sans doute le plus important et le plus complexe de ceux qui sollicitent l'esprit du colonisateur, car il contient plus ou moins en puissance tous les autres et il affecte leurs solutions. Donc vous voyez la rhétorique, hein, et le style de documents voilà, qui peuvent prêter à interprétation. Et puis vous avez aussi dans ces archives coloniales, donc je pense que de loin c'est pas forcément très lisible, mais vous avez des tableaux statistiques avec donc des recensions du personnel enseignant, du nombre d'élèves, souvent des tableaux sexués. On a les filles et les garçons, l'enseignement privé, l'enseignement public, par territoire, etc. Ces statistiques, j'y reviendrai, sont à manier avec voilà, beaucoup de prudence parce qu'elles donnent des chiffres à un moment donné, mais par exemple, elles ne disent rien de la fréquentation scolaire. Ce sont des statistiques du nombre d'élèves inscrits à tel moment en début d'année dans tel ou tel territoire. Alors, ces archives un peu rêches, hein, qui ne rendent pas tellement compte du vécu des personnes. On peut les compléter avec des archives des institutions scolaires qui, elles, sont beaucoup plus riches, hein, les archives des écoles, sur lesquelles travaillent aussi, bien sûr, les gens qui travaillent sur l'enseignement dans d'autres contextes, qui, là, sont beaucoup plus, en général, concrètes, hein, sur la vie des élèves et des enseignants. On a à Dakar, aux Archives nationales du Sénégal, énormément de dossiers, hein, de kilomètres d'archives sur les écoles, les établissements qui étaient en AOF, ouverts par les Français, avec des listes d'élèves, des dossiers d'élèves plus ou moins complets, des copies d'examen, des dossiers sur des affaires disciplinaires, en fait tout ce qui concernait la vie des établissements. Alors évidemment avec une richesse inégale en fonction de caractère scrupuleux ou pas des directeurs d'établissement qui notaient beaucoup de choses ou au contraire étaient un petit peu plus rapides. Voilà, je vous ai mis là donc un de ces documents qui tout de suite nous rapprochent, hein, de ce qu'a été concrètement l'école, la copie d'une élève.
une jeune fille donc issue du Mali, qui a présenté le concours d'entrée de l'école médecine de l'Afrique occidentale française en 1951. Et là, on voit donc la composition française dont le sujet était: envoyer au marché un panier à la main pour faire les commissions, vous racontez vos aventures au milieu des marchands et des acheteurs. Des copies comme ça, là aussi il y en a des liasses, hein. Elles n'ont jamais été vraiment étudiées de manière sérielle d'ailleurs, hein. Voilà, donc on peut y glaner des informations. Bon, celle-ci a eu 4 sur 20, ce qui n'est pas beaucoup, mais elles disent déjà beaucoup plus de choses bien sûr que les tableaux statistiques que je vous ai montrés, et puis elles font entendre ce qu'on peut appeler les voix africaines sur cette histoire. Vous avez aussi des rapports d'inspection des écoles qui sont extrêmement utiles pour approcher ce qui pouvait se pratiquer dans les classes. Donc là, j'ai mis un exemple du bulletin d'inspection d'une institutrice sénégalaise, Marianne Derneville, qui a enseigné à l'école de filles de Ziguinchor, en Casamance, donc un document qui date du 18 mai 1945, et qui est aussi conservé aux Archives nationales du Sénégal. Et donc là, on a, comme dans tous les rapports d'inspection, une description par l'inspecteur, qui était un Français, hein, des conditions matérielles d'enseignement, des élèves, de ce qu'a fait l'institutrice ce jour-là. Donc là, c'est par ces documents-là, évidemment, qu'on peut approcher un petit peu plus, à la fois, bien sûr, les préjugés, enfin, le sous-texte de ces inspections, et puis ce qui se passait dans les classes. On a parfois dans ces dossiers de carrière et dans ces dossiers d'inspection des photos qui sont un document aussi sur les écoles qui sont des documents extrêmement parlants, bien sûr. Donc là, c'est la même personne donc, qui a été photographiée dans la cour de son école dans les années 50. Ces photographies des écoles, vous les connaissez peut-être, hein, elles sont difficiles à interpréter parce qu'en fait, on ne sait pas très souvent quand est-ce qu'elles ont été prises, dans quelles conditions, on ne sait pas si il y a une mise en scène, hein, si ce sont des photos posées, mais elles nous donnent un petit peu, on va dire, des éléments, hein, sur voilà, le contexte matériel, hein, de cette scolarisation. Voilà. On peut ajouter à ça, enfin, bien sûr, les manuels scolaires, hein, qui sont disponibles, qui étaient utilisés dans les écoles d'Afrique occidentale française, et des types de documents qui ont été bien étudiés, notamment récemment par Céline Badiane et Étienne Smith, qui sont des bulletins, en fait, qui étaient des lieux d'expression, des périodiques dans lesquels pouvaient s'exprimer les enseignants européens et africains, comme le bulletin de l'enseignement de l'AOF, donc qui a été publié pendant un certain nombre d'années et qui donne à lire dans des textes, voilà, qui ont été retravaillés. C'est comme des revues, si vous voulez, hein, des revues pédagogiques. Il en a existé quelques-unes. Et puis, il manque à ce tableau général des traces, hein, des documents, les témoignages, hein, bien sûr, les témoignages écrits ou oraux. Alors, les témoignages d'Africains et d'Africaines qui sont passés par ces écoles françaises en Afrique. Énormément de romans, hein, de témoignages plus ou moins autobiographiques. Alors, j'ai mis un extrait d'un texte extrêmement connu, hein, du Sénégalais Cher Hamidou Kane, L'aventure ambiguë, qui a été publié en 1961 et qui est consacré, hein, à ce qu'il appelle l'école nouvelle. Et voilà, au questionnement identitaire qu'elle a posé, notamment dans une société Peul, voilà, qui est en partie évidemment sa société d'origine. Je pense au roman d'Amadou Hampâté-Bâ, voilà, Amkoulel l'enfant Peul, ou Oui mon commandant, où il raconte, hein, à de nombreuses reprises, très longuement, comment il a été recruté à l'école française, quelles ont été ses impressions, et ce que ça a produit, bien sûr, sur sa trajectoire de vie. Et puis, je reparlerai tout à l'heure du roman de Mariam Abba, Une si longue lettre, dans laquelle elle évoque aussi sa formation d'institutrice, même si c'est une fiction, hein, c'est un roman, mais on y trouve des traces de sa propre expérience. Et puis, ça, ce sont les témoignages, bien sûr,
publiés. Et puis, bien sûr, on peut faire des entretiens avec des gens qui ont connu cette école coloniale. C'est ce que j'ai fait dans le cadre de ma thèse de doctorat qui remonte déjà à une vingtaine d'années. Et j'avais interviewé donc en tout presque une centaine d'anciennes élèves filles des écoles de médecine et de l'école normale d'institutrices d'Afrique occidentale française. Je vous ai mis un extrait donc, de l'une de ces dames. Beaucoup sont décédées aujourd'hui. Alors bien sûr, on se heurte aujourd'hui à la disparition de ces actrices et de ces acteurs de cette période. Mais voilà, ce qui a pu être recueilli de leur expérience et de leur vie, évidemment, c'est extrêmement précieux. Donc celle-ci me disait donc à Cotonou, nous étions français. Nous étions sous la domination française, donc c'est normal, la France était notre patrie. On était de bonne foi, nous étions de bonne foi, surtout avec Madame Le Goff qui vraiment a su s'y prendre. J'y reviendrai un petit peu plus tard pour décrypter ce témoignage. Et un autre témoignage qui m'a paru intéressant, que je voulais vous montrer, celui donc aussi d'une institutrice qui, elle, est devenue enseignante et qui raconte comment elle... dans les années fin des années 40, début des années 50, donc a été chargée de scolariser les filles, en l'occurrence à Djougou, au nord du Dahomey. Donc je vous laisse lire ce qu'elle dit, qu'elle faisait la chasse aux élèves, qu'il fallait fréquenter les familles, qu'il fallait éventuellement leur donner des cadeaux, qu'il fallait les déterminer, les décider à scolariser leurs filles. Donc l'école coloniale, c'est aussi une école qui a été, mise en œuvre par des Africains et des Africaines qui avaient eux-mêmes été formés par les Français. Alors, ce que je voulais dire sur toutes ces sources, j'étais un peu longue, mais il me semble que c'est important parce qu'en fait, suivant les documents qu'on utilise et la manière dont on les croise, on a accès au discours, aux grands principes qui ont déterminé ce qu'on a appelé la mission civilisatrice, ou bien aux pratiques, au vécu des acteurs. Et je pense que quand on parle de cette œuvre scolaire, pour reprendre les mots d'Albert Sarraut et d'autres, on a tendance parfois à inférer des principes et de ce qui a été déclaré qu'ils ont été effectivement mis en œuvre. Or, ce qu'il faut regarder, c'est bien entendu, comme dans n'importe quel autre contexte, mais peut-être encore plus en contexte colonial, les principes sont une chose, mais leur mise en œuvre et surtout leurs usages et leur appropriation par les populations, c'est tout à fait autre chose parfois. Et donc, c'est plutôt à cette dimension-là que, pour ma part, je me suis intéressée. Donc, cette école coloniale, elle a été effectivement un lieu de transmission de savoir, j'en reparlerai, mais surtout d'éducation morale d'un certain nombre de principes et de socialisation. Cher Hamidou Kane dit que c'est le moyen, l'école nouvelle, d'apprendre à vaincre sans avoir raison. Donc, qu'à l'école, il a appris en gros la rhétorique, l'argumentation. Et puis, en même temps, cette école a été un instrument de domination et de contrôle social, parce qu'on est dans le cadre, bien sûr, de la relation coloniale. Et donc, quand on travaille sur l'école aux colonies, pas seulement en Afrique de l'Ouest d'ailleurs, on s'intéresse bien sûr à l'écart par rapport à la métropole, c'est-à-dire l'organisation du système éducatif, les budgets, la valeur des diplômes, les objectifs, etc. Et puis on s'intéresse à une autre dimension de l'école, qui est une dimension beaucoup plus politique, qui revient à se demander effectivement ce que les Français ont voulu faire avec cette institution, en Afrique de l'Ouest en particulier, quel rôle ils lui ont donné. Et il me semble qu'au cœur de cette question plus politique s'est trouvée en fait la question du potentiel émancipateur de l'école, qui était perçu déjà en métropole éventuellement comme un risque social, mais qui aux colonies était perçu comme un risque social et politique. Et donc un des objectifs a été, et c'est ce que je développerai un petit peu tout à l'heure, de justement à la fois instruire, former, éduquer et en même temps en maintenant une distance, l'impossibilité pour les colonisés d'accéder
d'accéder à l'égalité avec les colonisateurs, et c'est cette tension qui est tout à fait particulière. Alors, si je reviens maintenant sur les principes de cette école et quelques éléments voilà, de cadrage sur finalement cette mission civilisatrice dont on a beaucoup parlé en France au moment des débats sur l'article 4 de la loi de 2005, voilà, qui est présenté encore aujourd'hui comme un des fleurons voilà, de l'œuvre coloniale française par certains. Sur le terrain, qu'est-ce qu'on observe? D'abord que cette mission civilisatrice avait un objectif qui a été essentiellement pratique au premier chef. Il s'agissait, dès les débuts de la conquête, à la fin du XIXe siècle, et dans certains territoires bien avant, dès le début du XIXe, de former en fait des auxiliaires africains, de les alphabétiser sommairement pour qu'ils deviennent donc des intermédiaires de l'administration française. Donc en fait, les choses se sont faites de manière assez progressive. Les premières écoles ont ouvert d'abord au Sénégal, puis dans les autres territoires. Écoles congréganistes subventionnées par l'État, premières écoles publiques et puis écoles également missionnaires qui se développaient parallèlement. Il est important de souligner que cette association entre la conquête militaire et le développement de l'école est très étroite, en fait, puisque les premiers instituteurs de l'école coloniale, qui n'est pas encore organisée de manière définitive, ce sont des militaires qui sont remplacés très progressivement par des civils. Et en général, ce que font les Français, c'est que dès qu'ils fondent un poste militaire pour asseoir leur domination, pour voilà, figer la conquête d'une certaine manière, ils installent aussi, ce qu'on ne peut pas vraiment appeler une école, mais des classes qui vont commencer à former ces auxiliaires dont ils ont besoin pour mettre en place une forme d'administration. Donc ça commence assez tôt. Par exemple, au Soudan français, donc à l'époque le Mali d'aujourd'hui, la première école est ouverte à Kita en 1884, et donc c'est une école qui est fondée très très peu de temps après le poste militaire qui a été installé. Et dès ce moment-là, il y a des débats en métropole, fin 19e siècle, sur qu'est-ce qu'il faut faire en fait dans ces colonies en termes de politique scolaire. Et la question centrale qui se pose, c'est la question de l'adaptation de l'enseignement au degré d'évolution supposée des populations qui étaient donc en train de passer sous domination française. Et donc, on a cette idée, fin 19e, au début du 20e siècle, de s'inspirer du modèle scolaire métropolitain, mais de l'adapter aux colonies. Alors d'abord, pour l'Afrique occidentale française, en considérant que les diplômes ne seraient valables que en Afrique, donc il n'y a jamais eu d'équivalence des diplômes avant les années 1950. Et puis, on met en place un enseignement qui est organisé de manière pyramidale, de manière assez simple, avec au départ, donc ça c'est le premier arrêté qui organise véritablement, le premier texte officiel qui organise l'école en AOF date de 1903. Premier niveau, les écoles de village. Deuxième niveau, les écoles régionales qui sont au chef-lieu de ce qu'on appelle les cercles, qui sont les circonscriptions administratives. C'est un peu l'équivalent de nos départements. Et troisième niveau, les écoles urbaines, mais qui sont donc dans les villes les plus importantes et qui sont réservées aux enfants européens et à ceux qu'on appelle les assimilés. On pourra y revenir. Et dans ces écoles urbaines, les programmes sont les programmes métropolitains. Et donc, certains enfants dits assimilés, qui sont donc métis ou d'origine africaine, mais qui, par exemple, habitent dans les 4 communes du Sénégal, suivent cet enseignement qui est exactement le même qu'en métropole. Mais donc, comme je vous disais, il y a une grande diversité de situations, et l'essentiel des écoliers n'ont pas droit à cet enseignement qui est le même. Et donc, à la fin des études primaires, vous avez un certificat d'études
indigène, qui n'est absolument pas l'équivalent du certificat d'études primaires métropolitain, mais voilà, qui sanctionne un certain niveau. Et l'essentiel des élèves qui vont à l'école en Afrique sous domination française s'arrêtent à ce niveau-là du certificat d'études indigènes. Alors, ensuite, le système se développe un petit peu. J'avance et je ne sais pas si c'est bien lisible, mais vous avez un système donc, qui, à partir de cet enseignement primaire élémentaire, est complété par des écoles primaires supérieures qui sont normalement mixtes, mais qui en fait n'accueillent pratiquement que des garçons jusqu'à la fin des années 30. Et au niveau de ces écoles primaires supérieures, vous avez également des écoles qu'on pourrait dire professionnelles, qui forment donc des contremaîtres, des artisans, des spécialistes du travail du bois, du fer, etc. Donc des choses assez pratiques. Et puis, en 1903, et c'est important, c'est en haut à gauche de la diapositive, est fondée l'école normale William-Ponty, qui est la première école normale d'instituteurs, qui va former donc l'essentiel des enseignants africains garçons entre 1903 et les indépendances, et elle sera complétée donc par une école de médecine, une école normale de jeunes filles qui date donc de 1938, donc 35 ans plus tard. Et il existe également des écoles normales qu'on appelle rurales et qui sont censées former donc des moniteurs d'enseignement destinés essentiellement à enseigner en milieu rural. Alors, ce système global est organisé dans les années de l'entre-deux-guerres. Et il est fondé donc sur cette doctrine qu'on peut appeler une doctrine de l'adaptation de l'enseignement, du contenu de l'enseignement, avec, si vous voulez, une articulation plutôt qu'une contradiction entre le fait de dispenser des enseignements pour ancrer les écoliers dans ce que les Français appellent leur milieu africain, donc ne pas les déraciner, ne pas leur apprendre des choses qui seraient considérées comme décalées par rapport à leur milieu d'origine, et en même temps, bien sûr, leur transmettre, c'est pour ça qu'on a appelé de mission civilisatrice, leur transmettre l'amour de la France et l'idée que la France est leur nation de référence, confère l'entretien dont je vous ai mis un extrait tout à l'heure en disant « la France était notre patrie ». Ben oui, c'est aussi ce qu'on apprenait. Mais on apprenait ça dans les écoles d'Afrique de l'Ouest, tout en apprenant aussi qu'on était africain, qu'il fallait rester africain, ou africaine d'ailleurs, et surtout ne pas s'émanciper plus que ça de son milieu d'origine. Donc on voit ça dans tous les textes officiels dont j'ai parlé. Donc il s'agit de délivrer une éducation pratique, affranchie des programmes ambitieux et scolaires, adaptée au milieu africain, tel qu'il est perçu par les colonisateurs. Donc on a plusieurs exemples que je peux vous montrer rapidement. Donc Georges Hardy, qui a été inspecteur de l'enseignement en AOF de 1912 à 1919, a été un de ces grands théoriciens de ce qu'il appelle la conquête morale des Africains. Nous ne tenons pas, on ne saurait trop le préciser, à ce que l'école s'oppose au village et apparaisse aux habitants comme une importation. Nous voulons l'insinuer dans les cœurs indigènes, la faire admettre comme une vieille institution à peine transformée. On trouve le terme d'infusion aussi dans certains textes. Il s'agit de s'immiscer dans le milieu africain. Georges Hardy est le premier pendant la guerre, donc son livre est publié en 1917, à penser l'éducation des filles. Et c'est important parce que c'est quelque chose qui va être très sommaire et très peu développé au final, mais ça vous montre la conception qui était celle des colonisateurs qui partageaient ces idées. Quand nous amenons un garçon à l'école française, c'est une unité que nous gagnons. Quand nous y amenons une fille, c'est une unité multipliée par le nombre d'enfants qu'elle aura. Donc là, on est dans la mission civilisatrice, parce que c'est l'idée que d'instruire les filles va permettre de gagner à la cause de la France, ou aux valeurs de la France, une population de plus en plus large. Mais il y a une autre idée
derrière le développement de l'enseignement féminin, c'est l'idée de rééquilibrer la vie familiale, parce qu'en fait, les Français se rendent compte, ça fait pas longtemps que les écoles existent, mais que rapidement, la scolarisation des garçons provoque ce qu'il appelle une désorganisation de la vie familiale. Nous partageons le pays en deux camps adverses, le camp des hommes instruits et rapprochés de nous, le camp des femmes ignorantes et hostiles à notre œuvre. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique aux colonies, parce qu'on retrouve ce discours dans la France de la fin du 19e siècle, quand on a créé les lycées de filles par la loi Camille-Cé, où il s'agissait de résorber ce que les pédagogues appelaient le divorce intellectuel entre les époux, c'est-à-dire de former les femmes pour que des couples équilibrés par leur formation intellectuelle, etc., puissent se conclure. Donc c'est aussi un des aspects de cette politique scolaire dans les colonies, mais toujours avec cette volonté de ne pas former des déclassés. Donc, autre exemple un peu plus tardif, au moment de l'exposition coloniale de 1931, qui donne lieu à un congrès sur l'adaptation de l'enseignement dans les colonies. Il est question donc que la France ne demande pas qu'on lui procure en série des contrefaçons d'Européens. Faites que chaque enfant né sous votre drapeau, tout en restant homme de son continent, de son île, de sa nature, soit un vrai Français de langue, d'esprit, de vocation. Donc vous voyez cette injonction contradictoire qui est poussée à son paroxysme auprès de ceux que les Français vont appeler les évolués, c'est-à-dire les Africains qui sont allés le plus loin possible dans les écoles françaises, dans le système jusqu'à l'école normale William-Ponty, et qui donc fait qu'en fait les écoliers africains, à quelques exceptions près, ne vont jamais devenir des Français à part entière. Ils n'auront pas la citoyenneté ni les droits afférents à cette citoyenneté, mais en même temps, on leur donne effectivement un certain nombre, on leur transmet un certain nombre de connaissances qui les rapprochent de la civilisation française. Alors, je vais passer rapidement sur la période de Vichy. On pourra y revenir avec vos questions, parce que les choses ne changent pas fondamentalement en réalité, à part que c'est plus facile de défendre travail, famille, patrie dans les colonies que liberté, égalité, fraternité. Et on a une intensification de cette idée de l'adaptation de l'enseignement et la mise en place d'un certain nombre de principes de la Révolution nationale, mais au fond, sur la théorie, il n'y a pas de grands changements. En revanche, et vous vous en doutez, il y a de grands changements après la Seconde Guerre mondiale, parce que là, le second conflit mondial bouleverse les relations entre la métropole et ses colonies, les relations internationales également. Et là, les questions éducatives dans les années 1945 jusqu'aux indépendances deviennent vraiment cruciales dans les demandes de réforme qui sont exprimées par les populations africaines. Et donc c'est une période qui n'est pas encore énormément travaillée par les historiens et les historiennes. Du point de vue de la politique scolaire, on a beaucoup plus de travaux sur l'entre-deux-guerres ou les premiers temps de l'école que sur ces années 50. Il y a un historien américain, Harry Gamble, qui a produit un livre important il y a 2 ans sur cette période. Et il a montré à quel point cette politique scolaire de la France a été l'objet de discussions et de débats sur les réformes qu'il fallait mettre en œuvre, et justement sur cette question de l'adaptation au milieu local, parce que c'est quelque chose qui ne passe plus après 1945. Et donc, vous avez là des prises de position que vous retrouvez dans la revue Présence africaine, que vous retrouvez dans le journal Tam Tam, qui était le journal des étudiants catholiques africains en métropole. Vous avez bien sûr des prises de position des hommes politiques africains sur les réformes à mettre en œuvre, sur des demandes d'égalité. Et donc, progressivement, les diplômes sont alignés sur ceux de la métropole. On introduit de nouvelles matières dans l'enseignement. Les étudiants, les élèves d'Afrique occidentale française reçoivent des bourses pour prolonger leurs études en métropole et donc ont des équivalences. Et l'université de Dakar ouvre en 1957 à la suite de la loi cadre.
Donc voilà, pour ce tableau un peu général des grands principes et de l'organisation de cette école coloniale. Et je voudrais en venir maintenant rapidement au vécu, aux expériences. Et peut-être aussi un point sur les effectifs, mais je pourrais y revenir parce que je pense que je suis un petit peu trop longue. Alors, les effectifs, c'est-à-dire combien d'enfants sont passés par ces institutions scolaires, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas facile à savoir avec précision. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on peut faire des estimations et surtout, on peut faire des comparaisons entre les territoires. On ne risque pas de se tromper en disant que l'école n'a concerné en Afrique occidentale, mais aussi équatoriale, qu'une très petite proportion d'enfants à la veille des indépendances. Et si on regarde les courbes de scolarisation, l'essentiel des investissements date de l'après-1945. Donc voilà, sur l'avant-guerre, l'avant-seconde guerre, on est dans des effectifs extrêmement restreints. La proportion d'enfants scolarisés au moment des indépendances en AOF est de 10% de la population d'âge scolaire. 10% qui vont à l'école primaire, mais avec des différences énormes entre les territoires et à l'intérieur même des territoires. Parce qu'en fait, vous avez par exemple des taux qui varient de 22% pour le Bénin d'aujourd'hui, le Dahomey à l'époque, à 3% au Niger. Et ces déséquilibres, on les voit très bien sur dès qu'on reconstitue des cartes avec les zones de scolarisation massive, tous les littoraux, beaucoup plus que l'intérieur des territoires, les chefs-lieux, bien sûr, les zones urbanisées plus que les campagnes. Mais donc, ça veut dire qu'il y a des déséquilibres très profonds, territoriaux, qui sont déjà présents. Et ces déséquilibres se doublent d'écarts entre les sexes parce que, malgré ce que j'ai dit, donc de la volonté affichée de scolariser des jeunes filles et de développer l'enseignement féminin, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les filles représentaient 9% des effectifs scolarisés dans le primaire public. Elles sont un peu plus nombreuses dans l'enseignement privé, missionnaire, mais elles sont en gros, alors là aussi des différences selon les territoires, mais une fille pour 3 garçons au Bénin, une fille pour 4 garçons en Guinée à la veille des indépendances. Donc l'écart reste important. Et bien entendu, ça ne vous étonnera pas, plus on monte dans la hiérarchie scolaire, moins il y a d'enfants et moins il y a de filles. Donc en fait, les témoignages que l'on a, ce sont des témoignages qui sont ceux d'une poignée de gens qui ont connu cette école coloniale. Et ceux qui ont témoigné, ce sont finalement ceux qui sont allés le plus loin, c'est-à-dire ceux qui ont pris la plume, donc ceux qui appartiennent à cette toute petite élite scolaire, essentiellement masculine, qui a éprouvé de manière très, très concrète cette double injonction, cette injonction contradictoire entre l'objectif affiché qui était de changer l'homme ou la femme, ce que les Français voulaient faire, tout en maintenant cette distance qui assignait les colonisés à une place spécifique et qui faisait qu'ils ne pouvaient en fait pas parvenir à l'égalité. D'où ce qu'on lit dans de nombreux témoignages, c'est-à-dire la souffrance morale provoquée par l'école coloniale. Alors, souffrance morale que cher Hamidou Kane exprime à nouveau dans L'aventure ambiguë. J'aime beaucoup cette phrase, ce passage. Il nous apparaît soudain que tout au long de notre cheminement, nous n'avons pas cessé de nous métamorphoser et que nous voilà devenus autres. Quelquefois, la métamorphose ne s'achève même pas. Elle nous installe dans l'hybride et nous y laisse. Alors nous nous cachons, remplis de honte. Donc là, on voit effectivement chez cet homme qui après est devenu ministre, qui a fait une formation de philosophie, qui était un grand intellectuel, on voit cette souffrance qu'a aussi très bien exprimée pour l'Afrique du Nord, parce que j'en parle pas, mais évidemment on retrouve les mêmes problématiques. Albert Memmi, qui écrivait « Loin de préparer l'adolescent à se prendre totalement en main, l'école établit en son sein une définitive dualité ».
Cette dualité, donc, elle est génératrice de frustration, de souffrance, de déchirement identitaire, on peut dire, que perçoivent certains Français, comme Emmanuel Mounier, le fondateur de la revue Esprit, qui se promène, enfin visite l'Afrique de l'Ouest en 1947-48 et qui écrit un livre, L'éveil de l'Afrique noire. Après avoir visité l'école normale William-Ponty, l'école normale donc d'instituteurs, et il écrit « Cette génération est née africaine, elle le reste par de larges et vivantes attaches intérieures. En même temps, on lui donne la substance de l'Europe. Tirée des deux côtés à la fois, ce n'est pas elle encore qui fera l'unité, elle ne fera même pas son unité. Sa grandeur est une grandeur tragique et sacrifiée. » Donc voilà, les témoignages abondent de cette souffrance morale. Et pourtant, je voudrais quand même aborder les choses autrement par le biais de ce que j'ai pu étudier de cette expérience scolaire chez les filles. Parce qu'en fait, chez certains, alors certainement certains hommes, mais aussi chez beaucoup de jeunes femmes, l'école a représenté la possibilité d'une échappée, d'une conquête d'autonomie. Et là, j'ai travaillé en collaboration avec un collègue historien, Jean-Hervé Gézéquel, qui a travaillé sur les instituteurs, et moi donc sur les institutrices africaines, et on a observé une différence très nette d'adhésion au message qui était transmis par l'école coloniale en fonction du sexe, en fait, en fonction de ce que le passage par l'école a représenté. Alors, voilà le livre que j'ai tiré de ma thèse, dont parlait tout à l'heure Anne Lafont, illustré donc d'une photographie de jeunes filles donc scolarisées dans cette école. Cette école qui a produit en gros les premières générations d'institutrices africaines d'Afrique occidentale française, qui étaient installées donc à une dizaine de kilomètres de Dakar, à Rufisque, qui n'a pas eu d'équivalent à l'échelle du continent africain, parce que depuis j'ai prospecté, effectivement, il n'y a pas eu, il y a eu des formations, bien sûr, de monitrices, d'enseignement, il y a eu des formations d'institutrices dans d'autres pays, mais une institution spécifiquement dédiée à la formation intellectuelle et professionnelle d'enseignantes africaines, c'est le seul exemple. Et ces jeunes filles étaient formées donc en 4 ans en internat, elles avaient 15 à 20 ans, au métier d'institutrice, par une Française, donc Germaine Le Goff, qui était évoquée dans un des premiers témoignages, qui a inventé en fait une sorte de pédagogie fondée sur la valorisation de la culture africaine ou de ce qu'elle a imaginé être la culture africaine de ses élèves et sur la promotion de la culture française. Mais elle a fait une sorte de mélange des injonctions officielles qui lui étaient transmises et de ce qu'elle pensait devoir faire auprès de ces jeunes filles. Et donc, dans les témoignages que j'ai recueillis, témoignages oraux auprès de ces anciennes élèves dans 5 pays de la sous-région, ce qui ressortait de Cotonou à Conakry en passant par Dakar, et c'était qu'elle leur disait sans arrêt « mes enfants », donc mes enfants quand même, voilà, restez africaines. Donc ça, c'était une sorte d'enseigne qu'elle répétait en permanence. Et en même temps, elle leur a permis d'accéder à une profession et notamment de devenir indépendante économiquement. Et donc, ce qui m'a paru intéressant dans cette expérience pédagogique, c'est qu'en fait, les cultures africaines, l'origine des jeunes filles n'était pas niée, contrairement à ce que parfois on entend sur l'enseignement dans les colonies. Ces cultures étaient utilisées pour créer ce que l'institutrice en question voulait faire, c'est-à-dire une culture franco-africaine, effectivement hybride, où les moments de vie à l'africaine étaient associés à des éléments de la culture matérielle française. Bon, alors là, vous voyez, c'est quasi caricatural, une des promotions en uniforme, les jeunes filles, bon, il y avait des règles d'internat extrêmement strictes. Germaine Le Goff est au milieu, il y a son mari et une des enseignantes, et son petit-fils qui a grandi en partie avec eux à Rufisque. Des moments de vie à l'africaine où les jeunes filles étaient censées s'habiller comme elles s'habilleraient dans leur pays, dans leur famille, etc.
D'autres moments où elles étaient censées cuisiner. Donc il y avait toute une partie d'éducation domestique, bien sûr. Et puis, on le voit sur les uniformes, hein, des habits occidentaux voilà, qu'elles étaient aussi obligées de porter. Donc, différentes manières d'être hein, que l'on voit ici aussi dans ce qui était appelé la salle de récréation de cette école normale. Alors, les effets de cette formation hein, très, très ambivalente, on les voit en fait dans le roman de Mariam Abba, et je vais terminer là-dessus, Une si longue lettre. Donc Mariam Abba qui a été élève à l'école normale de Rufisque de 1943 à 1947. Et elle a écrit Une si longue lettre en 1979, mais avant Une si longue lettre, elle a écrit pendant ses années d'études, en 1947, un texte qui s'appelle Ma petite patrie et qui a été publié dans un bulletin qui s'appelait à l'époque Notes africaines. Et ce texte est extrêmement intéressant parce qu'en fait, c'est une de ses dissertations qui a été composition française, dont le sujet était censé illustrer donc, les vers de Chateaubriand, Combien j'ai douce souvenances du joli lieu de ma naissance. Et les élèves devaient donc rédiger à partir de ces vers de Chateaubriand, et elle a rédigé une dissertation qui a été jugée tellement littérairement de qualité qu'en fait elle a été publiée, donc, alors qu'elle était encore jeune institutrice. Et voilà ce qu'elle dit hein, dans cette dissertation. On a blanchi ma raison, mais ma tête est noire, mais mon sang inattaquable est demeuré pur comme le soleil, pur, vierge de tout contact. Mon sang est resté païen dans mes veines civilisées et se révolte et piaffe au son des tam-tams noirs. Donc là, on voit hein, une forme de ce qu'on pourrait appeler une négritude au féminin. Hein. On retrouve voilà, cette fierté liée à sa culture, à sa négritude, hein, et en même temps la révolte et l'enveloppe, hein, les veines civilisées que l'institution coloniale lui a transmises. Donc, on a là un témoignage sur le moment, en 1947, mais quand elle publie, donc de nombreuses années plus tard, Une si longue lettre, elle évoque à plusieurs reprises dans ce roman l'expérience de ces années d'école. Et donc, dans ce roman où c'est une femme confrontée à la polygamie qui écrit à l'une de ses amies pour lui exposer son dilemme, en fait, est-ce qu'elle va rester mariée et accepter une seconde épouse ou est-ce qu'elle va divorcer hein, c'est un roman qui met en scène plusieurs générations et plusieurs type de femme, on pourrait dire, par rapport à cette question. Elle se souvient donc de ses années d'école et elle écrit à Aïssatou, donc je n'oublierai jamais la femme blanche qui la première a voulu pour nous un destin hors du commun. Notre école, revoyons-la ensemble, verte, rose, bleu, jaune, véritable arc-en-ciel. Donc elle fait référence là à Germaine Le Goff, dont elle dit nous sortir de l'enlisement des traditions, superstitions et mœurs, nous faire apprécier de multiples civilisations sans reniement de la nôtre, élever notre vision du monde, cultiver notre personnalité, renforcer nos qualités, mater nos défauts, faire fructifier en nous les valeurs de la morale universelle. Voilà la tâche que s'était assignée l'admirable directrice. Donc en 1979, voilà comment cette romancière hein, sénégalaise finalement résume la pédagogie à laquelle elle a été confrontée. Donc voilà, je vais terminer mais par quelques éléments de bilan et de discussion peut-être. Hein. Je n'ai pas eu le temps vraiment d'aborder la politisation hein, qui a pu être celle des enfants passés par ces écoles coloniales. Ce qui est sûr, c'est que ces institutions françaises en Afrique n'ont jamais été pensées comme des institutions d'instruction et de transmission de connaissances au plus grand nombre. Hein, donc on est dans un contexte complètement différent. L'école coloniale a été pensée comme une entreprise de sélection d'une petite élite hein, qui était censée devenir l'auxiliaire, l'intermédiaire de la France dans les colonies. Une élite qui a été donc maintenue à distance et formée avant tout à des savoirs pratiques. Tout cela sans surcroît de dépenses, parce que l'idée était quand même que ça ne coûte pas trop cher à la métropole. Mais le paradoxe de cette situation coloniale, c'est que cette adaptation hein, et cette mise à distance
a finalement produit une politisation des élèves devenus ensuite de jeunes adultes. Et quand on se met à l'échelle des histoires de vie, quand on se place à l'échelle des histoires de vie et qu'on s'intéresse au parcours des anciens élèves, on voit qu'en fait, il y a des expériences qui peuvent être extrêmement différentes en fonction des origines sociales, géographiques, du sexe, bien sûr, et de la durée des études. Je vous remercie. Merci, merci infiniment. Cela dit, vous avez tout à fait le temps, si vous souhaitez. D'ailleurs, ça m'intéresserait beaucoup de vous entendre un peu développer la question justement de la politisation des élèves. Comment ça s'est exprimé, par quels canaux c'est entré dans l'école, si j'ose dire, et ainsi de suite. Alors oui, en fait, c'est vrai que les liens entre école et politique sont peut-être plus étroits encore qu'on les retrouve aussi dans d'autres contextes historiques, mais sont très étroits pour ce qui concerne les colonies, pas seulement d'ailleurs en Afrique de l'Ouest. En fait, ce qui se passe, c'est que la relégation, j'avais intitulé cette conférence entre promotion et relégation, la relégation qui fait que malgré les diplômes qui étaient de toute façon pas équivalents, etc., les salaires à la sortie de ces institutions lorsqu'on devenait moniteur d'enseignement, instituteur, médecin, infirmier ou sage-femme, etc. On avait, quand on était colonisé, des salaires évidemment inférieurs à ceux des Européens pour le même type de travail. Donc en fait, toutes ces formes de relégation ont créé des frustrations très grandes qui ont conduit alors beaucoup des anciens élèves de ces écoles coloniales et des filles également, ce qu'on connaît moins, à s'engager par des processus divers, mais souvent dans les syndicats, quand les premiers syndicats ont été autorisés, donc d'abord au Sénégal au moment du Front populaire, puis ensuite après 1945 dans l'ensemble de l'AOF, les syndicats et les partis politiques. Mais en fait, c'est quelque chose qui explose après la Seconde Guerre mondiale, et c'est vrai qu'on retrouve, Félix Houphouët-Boigny était un ancien médecin de l'école de Dakar, Léopold Sédar Senghor a fait ses études en métropole, et parmi les anciennes institutrices de l'école normale de Rufisque, il y a aussi eu beaucoup de femmes qui sont rentrées, en fait, souvent qui ont adhéré au parti qui était le principal parti anticolonialiste anti-français qui a été créé en 1946, qui est le Rassemblement démocratique africain, qui était un parti interterritorial, donc qui a été fondé à Bamako en 1946 et qui avait des sections dans les différents territoires. Donc vous aviez une section du RDA au Soudan français, une autre en Côte d'Ivoire, vous en aviez en Guinée, etc. Et donc en fait, ces élites lettrées ont adhéré au parti. Il ne s'agit pas de dire qu'elles étaient les seules, parce qu'évidemment, le parti recrutait de manière beaucoup plus large, mais elles ont porté un message de revendication qui n'était pas au départ en 1945-1946 et même jusqu'au milieu des années 50 forcément un message d'indépendance, qui était un message de demande d'égalité. Et là, je renvoie aux plusieurs livres de Frédéric Cooper, notre collègue américain, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, sur la question de la citoyenneté et des demandes d'égalité au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, égalité dans le système scolaire, égalité des droits politiques, sociaux, économiques, égalité dans le monde du travail, etc. Et donc, c'est vrai que ces élites lettrées ont fait partie, sont devenues les élites politiques de ces pays d'Afrique de l'Ouest dans les années 50. Et sont parvenus, pour certains, ensuite, bien sûr, à des postes à responsabilité au moment des indépendances. Merci encore. Merci Pascal. Anne-Christine, je me permets d'intervenir. J'entends pas là ce que tu dis, mais... Oui, non, je disais que tu as certainement des quantités de questions. Oui. Non, je dois dire que j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Et puis, peut-être juste pour revenir au début de la communication, enfin l'exposé sur la manière dont tu travailles et sur la variété des sources, finalement, qui sont à ta disposition pour écrire cette histoire, qui est une histoire française et africaine. C'est-à-dire pouvoir avoir aussi le contre-champ. Et on voit à quel point la littérature et la culture matérielle, finalement, sont des moyens d'accéder à d'autres ressources pour écrire cette histoire. Et j'ai trouvé ça tout à fait
tout à fait intéressant. Je me demandais juste d'ailleurs où sont ces fonds de photos. Est-ce que tu les trouves dans l'institution scolaire ou c'est des choses qui restent dans des fonds privés? Mais peut-être que j'aurais, juste pour commencer, à vrai dire, j'en ai plusieurs, mais une ou deux questions un petit peu générales. Je sais que la question, par exemple, de l'école coranique est restée, en tout cas pour les musulmans, très importante. Et qu'il y avait, comme ça, de connaissances un petit peu latérales, je sais qu'il y avait des stratégies même pour préserver cet enseignement dans le cadre des écoles coraniques, en déclarant des dates de naissance erronées pour pas être recruté tout de suite dans l'école française et républicaine. Enfin, il y avait un attachement encore très, très fort à ce type de formation tout au long du XXe siècle et probablement d'ailleurs encore aujourd'hui, peut-être même est-il amplifié. Enfin, comment situer cet enseignement, comment la greffe se fait de l'un à l'autre, la question aussi de l'alphabétisation passe-t-elle d'abord par l'école coranique? Enfin, je me demande où ça, si on sait d'abord comment ça travaille avec l'enseignement colonial. Et voilà, donc ça serait peut-être ma première question. La seconde question qui est à l'autre bout de la chaîne en quelque sorte, il y a aussi des trajectoires de vie qui font la jonction avec la formation métropolitaine d'élite, enfin universitaire. Enfin, tu parlais justement de Houphouët-Boigny ou Senghor, etc. Alors, et j'ai trouvé ça très intéressant ce que tu expliques, la question des diplômes indigènes et qui sont conçus comme tels et qui doivent être à la fois une reconnaissance, mais aussi je dirais une manière de configurer localement la validité de la reconnaissance d'un savoir-faire ou d'un savoir, tout simplement. Comment se fait parfois le saut vers les institutions métropolitaines et quelles conséquences ça a aussi sur les trajectoires de vie, parce que ce que tu décris aussi sur la question des identités sexuelles et de à quel point voilà, c'est pas tout à fait les mêmes choses. Enfin, ça fait aussi des parcours d'individus qui poursuivent éventuellement leur formation en métropole dans des situations de célibat ou de regroupement qui sont pas forcément familiaux, etc. Donc comment ça opère aussi donc un premier bout, voilà, la jonction avec les écoles coraniques, et à l'autre bout la jonction avec les enseignements métropolitains quand ça a lieu. Et j'ai trouvé aussi tout à fait intéressant, enfin les chiffres que tu nous donnais, 10%. Pour moi, c'est une découverte. Enfin, j'ignorais que c'était à une si petite échelle, à vrai dire, étrangement. Et je trouve que ça, c'est une question c'est là où quand même les chiffres recadrent un peu les choses, parce que en termes d'impression, je pensais que c'était beaucoup plus général que ça. Voilà. Donc ça, c'est mes premières questions. À vrai dire, j'en ai beaucoup d'autres, mais je ne veux pas monopoliser voilà les questions suite à ton merveilleux exposé. Merci beaucoup, Anne, mais je vais prendre tes questions dans le sens inverse, enfin commencer par la dernière, sur les chiffres, et alors sachant que ce sont des ordres de grandeur et qu'en plus, comme je l'ai dit au début, c'est des chiffres qui sont calculés à partir des tableaux statistiques donc, que j'ai montrés, qui sont des chiffres d'inscrits dans les écoles, mais donc qui disent rien de la fréquentation scolaire. C'est-à-dire, en début d'année, vous aviez le directeur d'établissement qui disait, voilà, j'ai 30 élèves dans mon école de village. Combien il en reste en fin d'année, on ne sait pas. Et donc, en fait, les statistiques sont probablement trompeuses. Sans compter qu'on n'a pas de travaux, parce que c'est plus difficile à faire, sur ceux que les administrateurs coloniaux appelaient les semi-lettrés, c'est-à-dire ceux qui étaient allés un petit peu à l'école, mais pas jusqu'au bout. Par exemple, pas jusqu'à l'obtention du certificat d'études. Donc, qui avaient en fait ce qu'on pourrait appeler une alphabétisation sommaire et qui ensuite retournaient voilà, dans leur famille, etc. Donc que sont devenues ces personnes-là qui donc voilà, avaient eu un début de scolarisation et qui c'est assez compliqué et ça comment dire ça donc mesurer voilà l'impact profond de cette école coloniale sur les sociétés en question, c'est assez difficile. Et moi, ce que j'avais pu observer à l'école normale de Rufisque, c'est que pendant la scolarité des jeunes filles, il y avait des exclusions.
Très souvent, quand les jeunes filles tombaient enceintes, parce qu'en fait, pendant les vacances d'été, elles rentraient dans leur famille pendant 3 mois et certaines revenaient enceintes. Et là, c'était hors de question de les garder. Donc, elles repartaient. Et j'avais pu faire un entretien à Conakry avec une de ces jeunes femmes qui avait été exclue, mais c'est très difficile de les retrouver. Je l'avais retrouvée un peu par la bande parce que personne n'en faisait tellement état. Hein. C'était pas une manière de ne pas glorifier l'institution. Et donc elle m'avait expliqué la misère en fait dans laquelle elle s'était retrouvée parce qu'elle pensait devenir institutrice, Et en fait, à partir du moment où elle a eu cette grossesse non désirée, elle est retournée chez sa mère, elle a trouvé des petits boulots. Enfin, elle avait eu un début on va dire, d'émancipation ou d'instruction qui a été interrompu brutalement. Et donc ces parcours-là, très chaotiques. On les connaît très mal, de fait, on connaît plus les parcours de réussite, on va dire. Donc ça m'amène à ta question sur les circulations en fait entre colonies et métropole. Alors ces circulations, elles ont été très restreintes jusqu'aux années 1945, même 50. C'est-à-dire que dans l'entre-deux-guerres, on a quelques exemples. Des plus connus, c'est Lamine Gueye, qui a fait ses études, qui a passé son doctorat en droit en France au début des années 20. Et en fait, c'est des parcours de gens qui ont réussi à obtenir des diplômes auxquels ils n'étaient pas censés parvenir, mais qui, une fois qu'ils avaient été obtenus, finalement étaient reconnus par la métropole et qui, de ce fait, pouvaient venir en France, prolonger leurs études, voire aller à l'université. Mais par exemple, ça n'a rien à voir avec ce qui a pu se passer dans les colonies britanniques. J'en ai pas parlé, c'est pas mon domaine de spécialité, mais dans les colonies britanniques, dès le milieu du 19e siècle, vous avez des Ghanéens, des Nigérians qui se rendent en Grande-Bretagne et qui font des études universitaires, alors souvent formés par les congrégations, par les missions protestantes et qui du coup constituent cette première élite anglophone africaine qui apparaît beaucoup plus tardivement dans les colonies françaises. Et donc après la guerre quand même, donc après 1945, ces parcours se multiplient. Alors il y a des bourses qui sont accordées soit par le gouvernement général en AOF, soit par le ministère des colonies, mais en fait ça revient un petit peu au même. Et ces bourses permettent à des élèves qui ont, comme les programmes sont alignés, le baccalauréat devient accessible au début des années 50, si je ne me trompe pas. Donc en fait, une fois qu'ils ont le baccalauréat, ils peuvent venir en France s'inscrire à l'université en France. C'est le cas de Joseph Kizerbo, par exemple, l'historien, et de son épouse, Jacqueline Kizerbo, qui a complété ses études d'institutrice par une formation en anglais à la Sorbonne. Donc là, se développent en fait tous ceux qui ont constitué les rangs de la FEA, de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, qui sont des étudiants qui venaient des colonies françaises, aussi d'Afrique équatoriale, et qui complétaient leur cursus. Pour les sages-femmes, c'était assez intéressant parce que les sages-femmes africaines qui étaient formées à Dakar avaient une très bonne formation professionnelle. Et lorsqu'elles sont arrivées en France, en fait, elles avaient la possibilité, à partir de 1900, pas vous dire de bêtises, je ne sais plus si c'est 47 ou début des années 50, elles avaient la possibilité de compléter par 1 an de formation leur cursus en France, et elles obtenaient le diplôme d'état de sage-femme équivalent à celui des sages-femmes françaises, et elles ont été connues pour avoir un niveau de pratique et un niveau de métier de très très grande qualité, et finalement elles passaient haut la main leur diplôme français, parce qu'à Dakar elles avaient fait des accouchements à l'appel, et donc elles avaient une très bonne pratique du métier en fait. Donc un certain nombre ont fait ça, mais c'est pas beaucoup, c'est quelques dizaines de jeunes femmes. Elles sont venues en France, elles ont complété leur formation, et après elles sont revenues en Afrique occidentale pour exercer leur métier. Mais on n'a pas tant de travaux que ça sur ces parcours en fait. C'est-à-dire que ce que je disais pour l'après 45, on a donc les recherches d'Harry Gamble qui vraiment étudient les tensions et les débats au sein du ministère de la France d'Outre-mer sur comment est-ce qu'on
instaure l'équivalence des programmes, comment est-ce qu'il faut créer une université, enfin voilà. Donc il étudie ça, mais sur les parcours d'élèves, d'étudiants. On a des études sur la FEANF en France, mais sur les circulations et la manière dont les gens, voilà, ce qu'ils ont fait avant dans leur pays, comment ils ont été formés, comment ils arrivent en France, etc. Il n'y a pas de recherche, à ma connaissance, en tout cas, vraiment solide, quoi, qui ont été faites. Alors, école coranique, oui, bien sûr, j'en ai pas parlé, mais c'est essentiel et ça revient. Alors, ça revient pas dans les sources coloniales, où il en est très peu question, mais c'est présent dans les témoignages. Et Mariam Abba le dit, en fait. Alors, beaucoup de familles ont maintenu l'école coranique en parallèle à l'école coloniale pour leurs enfants, en aménageant les horaires. Mariam Abba, elle allait le matin de 5h à 7h à l'école coranique, et après, elle allait à l'école française. Et Cher Hamidou Khan raconte aussi, voilà, consacre aussi de nombreuses pages à cet enseignement qui est resté fondamental. Après, quand les études étaient poursuivies jusqu'à rentrer dans les écoles primaires supérieures ou dans les écoles fédérales Ponty et Rufisque, là, ça devenait plus compliqué parce que c'était en internat. Donc là, il y avait la nécessité, d'une certaine manière, de laisser de côté cette formation-là, sauf qu'à Rufisque, Germaine Le Goff avait décidé que les élèves musulmanes pourraient faire leurs prières voilà, dans la journée, que les protestantes pourraient aller au temple, que les catholiques voilà, pourraient aller à la messe le dimanche. C'était la laïcité adaptée, où voilà, les élèves pouvaient pratiquer leur religion dans le cadre de l'école normale de Rufisque. Merci Pascal. Est-ce que je peux juste poser une autre question ou... Oui, bien sûr. Alors, ma deuxième question, c'est pour essayer de mieux comprendre ce que tu as décrit, qui est tout à fait intéressant. D'abord, sur le vocabulaire, des assimilés, des évolués. Et on n'entend pas bien ce que je dis? Oui, on y arrive, monsieur. Nous avons le temps, rassurez-vous. Oui. Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu la salle est impatiente de poser des questions. D'accord. Je reporte mes questions, si vous voulez. Vous voulez donner la parole à la salle. On y reviendra, donc. Monsieur, vous aviez des questions à poser, justement? Oui, bonjour, Franck Hellman, ancien élève de l'école primaire de Cotonou en 1950-1951. C'est à cette époque-là, à 8 ans, donc entre 7 et 9 ans, que j'ai été anticolonialiste. C'est très tôt quand même. Et ça tient à ceci que la directrice de l'école, un mardi, je me souviens, mardi après-midi, a sorti les blancs de la classe où il y avait une majorité de noirs. Hein, et moi, je me demandais, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Enfin, c'était mes potes qui étaient là. Et je crois que c'est là que j'ai compris qu'ils étaient vraiment noirs, parce que pour moi, la question ne se posait pas de la couleur de la peau. C'était mes potes, voilà. Donc déjà, ça m'a quand même surpris. Et puis, en fait, la raison, elle était très intéressante. Il s'agissait de comprendre que chaque mardi après-midi, pendant 2 heures, nous, les Blancs, nous aurions droit à un cours d'histoire. Parce que, bien entendu, il n'était pas question de dire aux Africains, nos ancêtres, les Gaulois. C'est très... Et je ne sais pas pourquoi, depuis ce temps-là, je veux dire, c'était le point de départ de ma position... je crois qu'il faut être politique, ça doit être politique, mais c'était quand même assez invraisemblable, quoi. Le premier point, ça c'est donc de l'histoire. Je rappelle quand même que quand on allait en Afrique, il y avait un passage obligé qui était le musée des colonies. En famille, on allait au musée des colonies et on allait voir les films où justement... on nous expliquait, enfin moi petit, je m'en souviens, je crois que je devais être un enfant un peu précoce quand même. Et on nous apprenait qu'on était là pour civiliser. C'est ce terme que j'ai connu moi à 7 ans, c'était on allait civiliser. Bon.
Donc c'était le cursus. Alors ça, c'est donc l'histoire un peu personnelle. J'ajoute que, concernant la formation des maîtres, il y a ce bouquin qui est sorti là, il n'y a pas très longtemps, qui est épais comme ça, là. La formation des maîtres, ça posait problème parce que former des maîtres, c'était effectivement dangereux. Et en plus, les maîtres africains, quand ils arrivaient chez eux, ben, ils se faisaient complètement rentrer dedans, quoi. Ça ne marchait pas. À un moment donné, on a voulu leur faire faire un peu d'ethnologie. Alors on servait d'eux pour faire des enquêtes. Hein? Comment s'appelle ce bouquin qui est sorti là, les hussards noirs voilà, de la colonie. Voilà, c'est ça. Les hussards noirs. Donc voilà, ça c'est un autre point. Et pour terminer, et pour aller dans l'histoire du va-et-vient, j'ai eu comme ami intime Habib Thiam, Premier ministre du Sénégal, plusieurs fois. Et on était au collège de Coulommiers ensemble. Et on s'est retrouvés donc à ce collège de Coulommiers, et ça c'est un phénomène, je ne sais pas si vous l'avez travaillé, c'était un internat mixte où il y avait, avant que j'y arrive, il y avait plein c'était l'époque des Indochinois qui sont partis, et à la faveur de l'arrivée d'un nouveau directeur, principal de collège, sont arrivés des Colis, des Traoré, des Thiam, etc., qui étaient issus justement, qui avaient cette formation, et qui étaient des gens d'ailleurs extrêmement brillants. Habib Thiam, il avait une mention très bien, et c'était un type épatant, quoi. Hein. Donc, c'était marrant de voir comment ça a été repris après, au niveau de l'école française, et avec un internat. Parce que oui, je précise que quand on était enfant, on n'allait quand même pas faire nos études en Afrique. C'était pas un bon niveau, quoi. Donc on s'est retrouvés, moi, mes frères et sœurs, on s'est tous retrouvés à Coulommiers, ce qui n'était pas si mal finalement, et on a rencontré effectivement beaucoup d'Africains qui sont devenus tous des ministres, tout ce que vous voulez. Voilà, donc c'est pour ça fait la boucle un petit peu de ce que vous dites là. Voilà. Merci, monsieur. Merci beaucoup. D'où l'intérêt des témoignages aussi effectivement d'anciens Français qui ont connu ces écoles. Ce que vous avez dit au début sur l'exclusion d'une partie des élèves pour enseigner l'histoire, je vous crois tout à fait. Et ça montre que on ne savait pas de ce qui se passait dans les classes, parce que ça, c'est pas les principes qui étaient dans les programmes officiels qui étaient donnés. Donc, comment est-ce qu'ensuite chaque instituteur, chaque institutrice a appliqué ce qu'il pensait nécessaire à cette mission civilisatrice que vous évoquez, effectivement, tout à fait. Et enfin, cette mixité franco-africaine dont vous parlez des années 50, 60 en métropole, c'est tout à fait juste. C'est pas très travaillé encore, mais effectivement, c'est quelque chose qui est assez peu connu. Aujourd'hui, Pape Ndiaye a lancé pas mal de recherches sur l'histoire des populations noires en France, mais ce qui s'est passé dans les écoles métropolitaines, dans les formations supérieures, en fait, dans ces années 50, au tournant des indépendances, là, c'est encore quelque chose qui est assez peu travaillé. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, Anne, c'est le moment de poser la question que tu voulais poser. Ah, on t'entend plus. Je remets le son. Voilà. Oui, pardon, j'ai remis le son. Oui, non, en fait, la question que j'avais... d'abord autour de ce vocabulaire assimilé, évolué, pour parler donc de cette couche de la population qui était les cadres formés finalement par la France, avec cette injonction à rester africain que tu précises bien. C'est intéressant la manière dont tu décrivais les déséquilibres que ça crée déjà entre les sexes, mais aussi dans les modalités d'adaptation visiblement des différentes justement couches sociales. Et je me demandais à quel point
la formation de cette élite du point de vue colonial correspond finalement aux élites africaines telles qu'elles existaient en dehors, je dirais, des critères coloniaux. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a convergence? Est-ce que ce sont les mêmes élites, je dis ça de manière raccourcie, mais locales, et celles qui sont désignées en quelque sorte par la colonisation? Et comment se repère, est-ce que c'est une question financière en fait? Je dirais de repérage mutuel, ou comment ça fonctionne pour que si ces élites formées par l'école républicaine correspondent à celles désignées par les traditions africaines, comment arrivent-elles à se reconnaître et à se désigner et à fonctionner ensemble en fait? Parce qu'on imagine mal, bien que... Non, je te laisse répondre parce que j'en sais rien. Oui, merci beaucoup pour cette question extrêmement compliquée. En fait, celle, si je simplifie à outrance, des élites traditionnelles et dites nouvelles élites formées par l'école, mais même si le mot de tradition, je l'aime pas du tout. Mais effectivement, alors, en fait, pour savoir comment les effets de l'école coloniale sur cette recomposition des élites, il faut savoir évidemment les origines sociales des élèves qui ont été formés dans ces écoles. Donc ça suppose de faire une histoire sociale très pointue, de connaître les origines, et ça c'est assez compliqué parce qu'on n'a pas toujours les dossiers des élèves. Donc moi j'ai essayé de le faire pour les élèves filles, et Jean-Hervé Gézéquel l'a fait pour les instituteurs. En fait, il y a un peu de tout. C'est-à-dire que parmi ces élèves scolarisés dans les écoles françaises, il y a à la fois des enfants qui venaient effectivement de familles de l'élite, de familles de notables, on va dire, reconnus dans leur société, que ce soit au Mali, que ce soit... c'est le cas d'Amadou Hampâté-Bâ, typiquement. Donc là, on a une superposition, effectivement, avec une transformation quand même de la fonction, puisque en fait l'enfant qui est scolarisé, qui est un fils de chef ou un fils de dignitaire, devient un auxiliaire de l'administration coloniale. Donc il a son origine sociale qui, comme tu dis, est perceptible par d'autres ou connue par d'autres, mais en fait ce qui va le définir dans la société coloniale, c'est qu'il a le diplôme de l'école des Blancs, quoi. Donc en fait il y a une superposition, et on a aussi, et chez les filles c'est plus net, des jeunes filles qui venaient de familles très modestes, qui n'étaient pas des familles de l'élite. Et donc là, ça chamboule tout, parce que elles viennent de familles qui ne sont pas des familles de dignitaires. Elles vont à l'école, elles ont un métier, elles gagnent de l'argent, et parfois elles gagnent plus que certains garçons qui, eux, appartiennent aux élites ou qui ont eu une formation mais moins importante. Et donc là, effectivement, ça introduit des recompositions sociales, mais ça qu'on ne peut vraiment étudier que si on connaît de manière très, très précise les hiérarchies. Et alors, ce que raconte Amadou Hampâté-Bâ dans Amkoulel, l'enfant Peul, c'est que quand il arrive à l'école, en fait, quand il est recruté pour aller à l'école des Blancs, au début du XXe siècle, au départ, celui qui le recrute, c'est un chef de quartier de la ville de Bandiagara, au nord du Mali, et ce chef de quartier, pour se venger de la famille de Amadou Hampâté-Bâ, qui était dont il avait été esclave, choisit Amadou et son frère pour les mettre, pour les donner en fait à l'administrateur colonial pour qu'ils aillent à l'école. Et le chef de la ville de Bandiagara refuse que deux fils d'une même famille de notables aillent à l'école des Blancs, et donc il substitue le frère d'Amadou Hampâté-Bâ, il le remplace par un de ses fils. Donc en fait, et donc ce fils est le prince du jeune Amadou, et quand ils arrivent à l'école, le jeune Amadou se met derrière son prince, et l'instituteur dit non, mais là, ici, on est à l'école française, l'école coloniale, il n'y a plus de hiérarchie, vous vous asseyez côte à côte. Et Amadou dit mais moi, je ne peux pas m'asseoir ni à côté, ni devant celui dont la famille est supérieure à la mienne dans la hiérarchie d'origine. Donc en fait, il y a tout ça qui se joue avec effectivement cette ambition, mais qui
qui, à mon avis, n'était pas vraiment pensé du côté de l'administration coloniale, d'égalisation des statuts, hein, mais ou de bouleversement des statuts, mais qui, de fait, a eu lieu effectivement dans un certain nombre de sociétés. Hein. Mais encore faut-il connaître les statuts d'origine et voir ce qui a été transformé. Parce qu'après, il y a les mariages qui reconfigurent aussi les élites. Donc c'est toute cette réflexion sur les anciennes, les nouvelles élites et ce que la colonisation a produit. Oui, surtout que si on réfléchit, en fait, la colonisation, beaucoup, bon, c'est pas le cas pour le Sénégal, mais ça ne dure pas très longtemps, en fait, dans l'histoire des... Enfin, c'est quoi, une quarantaine d'années pour beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est à se demander, à quel point, en 2 générations, finalement, ça peut pénétrer très profondément dans les sociétés africaines. Et puis, c'est drôle, ce que tu racontes là, en fin de compte, c'est que celui... qui désigne les 2 membres de la famille Ba, donne à l'école coloniale comme une punition, c'est ça, le fait de les envoyer absolument. À l'école. Alors que le père du prince voit ça comme une promotion, il se dit quand même, on va partager ce bénéfice. Donc même dans un même temps, c'est pas vécu de la même façon, cette possibilité d'alliance. Alors, je ne sais pas si le chef, il considère qu'il va partager le bénéfice, mais il considère qu'il ne peut pas y avoir 2 enfants de la même famille, enfin que c'est quand même, ça va dans le sens de, c'est un sacrifice quand même. Mais là, on est au début du XXe siècle, en 1912, le recrutement pour l'école, il y a une résistance forte. Hein. Et une résistance qui... Il sacrifie son fils. Ah oui, il sacrifie son fils. Ah oui, c'est clair. Dans le roman, en tout cas, tel que le raconte Mpatéba, il sacrifie son fils, effectivement, en l'envoyant à l'école. Alors, est-ce qu'il y a derrière l'idée que c'est un investissement, hein, parce que ça, on le voit dans certains témoignages de parents, hein, parce que dans les dossiers d'école, on a parfois des parents qui écrivent pour des parents africains, pour remercier les directeurs, directrices en disant on est très satisfait de l'éducation qu'a reçue, notamment notre fille qui revient transformée de sa formation, etc. Donc on a ce genre de témoignages. Mais les résistances à l'école et l'idée que c'est un sacrifice pour les familles, elles sont encore très fortes, même après la Seconde Guerre mondiale, mais ça dépend des régions. En fait, il y a des régions où l'école s'est assimilée au travail forcé, au prélèvement de l'impôt. En gros, c'est la réquisition par les Blancs et c'est perçu comme une violence très forte. Pas forcément du tout d'adhésion, hein, mais vraiment pas. Mais c'est pas du tout la même situation, on va dire, sur les côtes du Bénin et du côté au cœur du Niger, par exemple. Hein, tout dépend de la diffusion en fait de l'institution. Et c'est un travail aussi, on voit dans les sources, c'est un travail de la scolarisation, c'est une entreprise en permanence recommencée. C'est-à-dire que suivant les instituteurs qui sont en poste, il y a certains instituteurs qui arrivent à faire venir à l'école plein d'élèves. Enfin bon voilà, l'école devient entre guillemets une réussite. Et puis les instituteurs sont mutés, tous les enfants repartent dans leur famille. Et suivant qui succède au précédent, il faut refidéliser d'une certaine manière le public. Et donc ça, on le voit très bien dans les archives coloniales. Pareil pour la médicalisation, enfin tout ce qui est action sanitaire, etc. C'est pour ça qu'on dit 10% de la... Mais il ne faut pas penser que ça a été effectivement une pratique intégrée par les sociétés africaines. Pas du tout. Pas du tout. Au moment des indépendances, il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre. Il y en a un peu plus au Sénégal qu'au Niger, et en Afrique équatoriale, c'est encore pire. Il n'y a personne pour prendre les rênes vraiment du pays, quoi. Est-ce que vous avez des questions ? Une question là et une question là, je crois. C'est vrai, enfin, c'est peut-être différent, vous allez me le dire, mais bon, moi j'ai le vécu de mon père qui arrivait d'Afrique du Nord, d'Algérie précisément, et il me racontait que cette résistance à l'école, c'était surtout un problème économique, parce qu'en fait, ils mouraient de faim. Il y avait d'énormes problèmes pour arriver à se nourrir.
et ils étaient obligés d'aller travailler dans les vignes des colons pour gagner un peu d'argent, ne serait-ce que pour pouvoir s'acheter à manger, s'acheter un pantalon, des chaussures. Enfin, c'était une misère terrible. Et son instituteur lui permettait l'après-midi de pouvoir aller travailler dans les vignes des colons. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, lorsqu'il est arrivé en France, et quand on a été un peu plus grand, il nous racontait qu'il avait appris nos ancêtres les Gaulois. Ça faisait c'était comme ça. Et puis autre chose aussi, dernier point. En revanche, je trouve que quand il est arrivé, émigré, donc en France, son regard sur l'école était véritablement un regard plein de respect, d'admiration, et on a tous eu, nous, l'obligation, le devoir de réussir scolairement. On ne pouvait pas, il y avait un engagement viscéral vis-à-vis de l'école. Voilà, donc c'était le témoignage que je voulais apporter. Merci beaucoup, mais je crois que les questions économiques sont effectivement importantes. Alors, on les retrouve dans certaines régions, effectivement, d'Afrique de l'Ouest, au Sahel, etc., où, en fait, la question de l'arbitrage entre le temps de l'école et le temps des travaux des champs, qui a existé dans les campagnes françaises aussi, d'ailleurs, au début de l'alphabétisation, hein, elle est réelle. Et c'est vrai que... Harry Gamble le dit pour les écoles rurales du Mali des années 50. Il dit en gros, voilà, c'était du temps perdu. Et alors, du côté des filles, c'était du temps perdu sur les travaux ménagers. Parce qu'en fait, envoyer une fille à l'école, pour les parents, ça voulait dire qu'il y avait une fille qui faisait plus ce qu'elle était censée faire à la maison. Hein. Donc en fait, les mères étaient, ce que j'avais pu observer moi dans mes enquêtes, c'est que les mamans étaient très hostiles, beaucoup plus que les pères parfois, à l'école française, parce que ça leur enlevait en fait une aide domestique, quoi, une aide à la maison, tout simplement. Et alors, nos ancêtres les Gaulois, c'est un grand topos des études sur l'enseignement aux colonies, parce que effectivement on a des témoignages comme celui de votre père qui dit j'ai appris nos ancêtres les Gaulois, et puis et en fait c'est la question de l'enseignement de l'histoire tel qu'il a été pratiqué dans les écoles françaises en Afrique. Alors ce qui est sûr, c'est que l'application stricte des programmes métropolitains, elle ne concernait, comme je l'ai dit, que les écoles urbaines qui étaient les écoles pour les enfants européens, etc. Mais ce qui était enseigné en histoire dans les autres écoles, c'était l'histoire de la France en tant qu'elle est la patrie qui va civiliser, libérer, supprimer l'esclavage. Donc en fait, c'était l'histoire, mettons, du Sénégal, mais dans ses rapports avec la France émancipatrice. Donc il y avait cette histoire de France qui était... non pas, enfin, à ma connaissance, mais bon, je me trompe peut-être de dire aux enfants africains que leurs ancêtres, c'était les Gaulois, mais que la France était là pour les civiliser et les élever, dans la hiérarchie, on va dire, des peuples. Et quant au respect, oui, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de témoignages, effectivement, dans certaines familles par rapport à cette éducation quand elle a produit des générations de gens qui ont eu un mieux-être, on va dire, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, quoi. En effet. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres... Il m'a semblé voir une autre main se lever, mais... cette affaire de respect immense pour l'école qu'on va certainement retrouver la semaine où on entendra Fabien Truong, d'ailleurs, parler de l'école en banlieue. C'est une question vraiment intéressante et complexe, parce que en même temps, c'est quand même une expérience d'humiliation, surtout pour les hommes, pour les garçons, incroyable. Du coup, je me demandais si... est-ce qu'il y a eu une réflexion dans l'immédiat après indépendance de ces pays de l'ex-AOF sur comment
comment décoloniser l'école. Et quelle forme de réflexion est-ce que ça prenait? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Oui, alors, la question qui s'est posée du fait du peu de nombre finalement, enfin du peu d'effectifs qui ont été scolarisés à l'époque coloniale, c'est que l'urgence a été ce qu'on appelait l'africanisation des écoles, c'est-à-dire le remplacement des directeurs et des directrices français par des Africains, etc. Donc en fait, l'urgence, ça a été de former finalement voilà, des cadres, des gens en plus grand nombre pour développer l'enseignement. La décolonisation des esprits, elle n'est pas à l'ordre du jour dans l'immédiate indépendance. Ça apparaît après. Bon, il y a un livre d'un auteur algérien dont j'ai oublié le nom malheureusement, qui s'appelle Décoloniser en 1965. Mais en fait, l'idée, c'est plutôt d'essayer de former en plus grand nombre pour développer le système éducatif. Et puis, il faut quand même dire que dans les anciennes colonies françaises, les Français sont quand même restés très présents. C'est-à-dire que, par exemple, l'université de Dakar a fonctionné avec des enseignants français jusque dans les années 70 et voire au-delà. Donc, c'est vrai que cette africanisation, elle a été laborieuse. Et finalement, la question de la décolonisation, voilà, elle s'est posée de manière un peu différenciée selon les territoires, mais c'était pas, il y avait une volonté de décolonisation culturelle, mais pas forcément. Voilà, par exemple, les langues africaines n'ont pas été les langues d'enseignement après les indépendances. La question des langues, elle est très importante. Bon, voilà, dans les écoles françaises en Afrique, on enseignait en français, ce qui n'était pas le cas dans certaines colonies britanniques, où par exemple en Tanzanie, on enseignait en swahili dans les écoles coloniales. Hein. Les Français, voilà, la langue française était la langue de l'enseignement, et ça a continué après les indépendances. Donc cette question, elle est très, très intéressante, mais les accords de coopération ont fait que l'indépendance politique n'a pas conduit à une décolonisation rapide, on va dire, du système éducatif. Loin de là. Eh bien, Anne, est-ce que tu as une dernière... il faut bien qu'on s'arrête à un moment donné, malheureusement, mais... en tout cas, merci à tous de votre présence et on espère vous retrouver la semaine prochaine, je crois bien. Et merci encore infiniment merci à vous. À notre intervenante.